Allô Ashley, merci pour ta question. Avant de répondre à cette question-là, j'ai quelques précisions à donner. D'abord, je ne suis pas éthicienne ni philosophe. Je suis diplômée en communication en études culturelles et en communication socio-numérique. Je suis une experte des médias sociaux. Ceci étant dit, les questions éthiques sont toujours des questions très précieuses à mon cœur. J'essaie d'être une personne profondément éthique dans tout ce que je fais et dans tous les cours que je donne. Il y a toujours une séance de cours qui adresse les enjeux éthiques du sujet que je dois couvrir dans ce cours-là. Et pour enseigner ça, évidemment, je n'ai pas, comme je viens de dire, l'expertise d'avoir lu 32 000 perspectives sur les questions éthiques de dimension philosophique. Il y a plusieurs perspectives possibles, il y a plusieurs approches aux questions d'éthique qui sont possibles, mais la base pour comprendre ce qu'est un enjeu éthique, c'est de faire la différence d'abord entre la morale et l'éthique en termes de sémantique contemporaine. C'est-à-dire que la morale va surtout être ancrée dans des bases culturelles, religieuses, spirituelles ou philosophiques. Donc, il y a une dimension fondamentalement réflexive là-dedans, puis c'est quelque chose qui impose des normes collectives qui sont assez rigides d'habitude dans le noir ou le blanc, le bien et le mal, des choses assez bien encadrées. Par opposition, les questions éthiques, c'est des questions qui, oui, ont une base réflexive, mais qui ont une base surtout critique et rationnelle. Donc, c'est une base analytique qui impose une rigueur intellectuelle et de questionner plusieurs angles d'une question. Pour ces raisons-là, la question que tu m'as posée, elle peut sembler simple, elle ne l'est pas, puis je vais essayer de faire une espèce de topo en 10 minutes sous forme d'exercice. Mais pour résumer, donc l'éthique, ça impose une rigueur individuelle par rapport au collectif et donc contient une dimension appliquée. Donc, dans les actions qu'on pose, les choix qu'on fait au quotidien sont-ils éthiques? Et ça implique fondamentalement aussi une responsabilité sociale. Donc, dans le soi par rapport au collectif. Et là, moi, l'approche que je préfère utiliser pour enseigner l'éthique dans mes cours, et c'est même pas de la paresse, c'est juste que c'est beaucoup plus digeste, je pense, c'est que j'utilise la déontologie de Kant et ses impératifs catégoriques que je vais vous expliquer à la fin. En fait, on va faire un jeu. Je vais faire un très court résumé de l'enjeu de la SAC avec les publicités réseaux sociaux pour les Gen Z. Puis après ça, je vais vous dire c'est quoi les tests éthiques que Kant propose. Puis on pourra jouer ensemble dans les commentaires à voir si la SAC réussit les tests de Kant. Donc, pour résumer la situation, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a la SAC qui a investi en publicité sur les réseaux sociaux et en marketing d'influence en ligne. Donc, ces publicités-là sont soit du contenu qui est diffusé sur les réseaux sociaux de la SAC, ça peut être des publicités rémunérées sur TikTok, sur Instagram, mais ça peut aussi être du marketing d'influence où la SAC verse un cachet à des influenceurs pour faire la promotion de produits qu'on peut acheter à la SAC. Et il me semble que j'en ai vu un avec des produits zéro alcool, mais je suis vraiment pas sûre. Mais je veux pas avancer que c'est que des produits alcoolisés. Je crois que c'est la SAC, en tout cas. Chose importante à comprendre, c'est quand on achète de la pub en ligne et qu'on mobilise des influenceurs, on n'a pas vraiment de contrôle concret sur l'âge des récepteurs de cette publicité-là. On sait toutefois que la campagne publicitaire est basée dans un manque de revenus à combler de la part des Gen Z, qui s'est documenté et tous les médias qui ont abordé la question l'ont énoncé, la Gen Z qui consomme moins d'alcool que les générations précédentes. Et là, il s'agit d'aller voir comment la SAC a traité ces informations-là, comment elle est venue justifier ses choix, se défendre peut-être des accusations qu'on envoyait contre elle. Et c'est toujours important de regarder, évidemment, le fond de l'histoire. Est-ce qu'on a vraiment accès? Qu'en sais-je? Mais il faut voir les intentions derrière, il faut voir ce qu'on dit que les intentions sont. Et quand on se fie à ce que la SAC nous dit, c'est que ce qu'ils souhaitent faire pour combler cette lacune financière-là qui provient moins des Gen Z que des autres générations, c'est qu'ils cherchent à aller chercher les Gen Z qui vont acheter de l'alcool dans les dépanneurs et essayer de les amener à la SAC. Et là, ça, c'est ce qu'on nous dit en relations publiques, mais c'est pas nécessairement visible dans les campagnes publicitaires. Je vous laisse juger de ça. Autre chose, moi, je sais pas pour vous, mais moi, entre 18 puis 25, j'allais pas à la SAC. J'étais trop pauvre, j'allais pas à SAC, j'allais au dépanneur acheter des six-packs de Pabst. C'est pas vrai, j'haïssais ça, la Pabst, j'ai toujours haï ça. Après ça, on a aussi des enjeux au niveau du fait que la SAC, c'est une société d'État. C'est pas juste une entreprise privée qui, selon toute logique capitaliste et néolibérale, peut vraiment bien faire ce qu'elle veut tant qu'elle fournit un service et qu'il y a une demande. La SAC, c'est une société d'État. Ça veut donc dire que les profits de la SAC sont versés à l'État québécois qui les utilise dans ce qu'elle doit les utiliser. Fait que l'éducation, la santé, name it. Déjà, juste en parlant de ça, vous devriez voir qu'il y a des revenus ici qui s'annulent. Il y a des sous qui s'annulent. C'est-à-dire que l'argent qu'on investit à faire
consommer de l'alcool, on va l'utiliser pour soigner des gens qui ont des problèmes reliés à l'alcool. Après, là, ça vient s'annuler, ces affaires-là. D'ailleurs, à ce propos, on a, juste un instant, il faut que je retrouve ma citation, on a Laurence Ruel, chargée de projet à l'Association pour la santé publique du Québec, qui a dit à TVA Nouvelles en septembre que la SAQ rapporte beaucoup moins que ce que nous coûte l'alcool en santé et en services sociaux par année. Fait que l'argument financier, bien qu'il ne soit pas fondamentalement un argument éthique, pourrait le devenir si la SAQ générait des revenus à pu finir qui permettaient de soigner des gens puis de loger des sans-abri. Ça n'est pas le cas. On a aussi dans la notion de société d'État le mandat que l'État octroie à cette organisation-là, c'est-à-dire que, fait intéressant, la SAQ, dans son mandat, n'a pas le mandat de faire de la sensibilisation et de l'éducation quant à la consommation d'alcool, contrairement à la SQDC, par exemple, qui a ce mandat-là. Et là-dessus, je cite Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, qui nous a appris ça dans la presse. Maintenant, je vous propose l'impératif catégorique de la déontologie de Kant, qui nous indique que ce qu'on doit faire moralement, quelle que soit la situation ou les conséquences. En principe, les impératifs catégoriques de Kant, ça ne dépend pas du contexte, c'est des principes qui sont universels et ça ne dépend pas non plus des conséquences, donc du résultat. L'éthique, ça peut pas être, ça a bien marché, donc c'est éthique et ça n'a pas eu des conséquences souhaitables, donc ce n'est pas éthique, c'est pas comme ça que ça marche. C'est universel, hors contexte, hors conséquence. Et on part ça avec 3 tests et je vous laisse déterminer dans les commentaires si la SAQ passe les 3 tests. Le premier est le test du devoir et d'universalité qui va comme suit. Agis uniquement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Je traduis. Avant d'agir, demande-toi si la règle que tu suis pourra être adaptée par tous les êtres rationnels sans contradiction. Ici, donc, encore une fois, on est hors des contextes, on est hors de biais culturels et on est hors surtout de visées égoïstes. Ce que nous propose Kant ici, c'est ta décision éthique. Est-ce que tous les êtres rationnels qui sont en mesure de réfléchir comme toi prendraient la même décision que toi s'ils étaient guidés par l'éthique? Est-ce que la SAQ répond à ça? Je vous laisse juger. Deuxième test, c'est le test de dignité et de respect. Donc, agis toujours de manière à te considérer ainsi que toute autre personne comme membre législateur dans un royaume défunt, je traduis. Chaque être rationnel doit se voir comme un auteur de la loi morale universelle dans une société idéale fondée sur la dignité et le respect mutuel. Un principe ici basé sur le principe d'égalité de tous les êtres humains, puisqu'en principe, tous les êtres humains sont des êtres rationnels qui méritent le respect et la considération de manière égale. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de moindre humain, il n'y a pas d'humain qu'on peut instrumentaliser pour arriver à ses fins. Vous voyez un peu la dynamique ici. Est-ce que la SAQ répond à ce test-là? Troisième test, les intentions pures et de bonne volonté. Kant nous dit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne d'autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » Je traduis « On ne doit jamais utiliser les autres comme de simples instruments pour nos objectifs, mais toujours respecter leur autonomie et leur valeur morale. » Ici, les intentions pures, donc la bonne volonté, faire le bien commun. Les intentions pures sont les seules motivations qui sont incorruptibles, qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas soudoyer, qu'on ne peut pas briser avec des menaces. L'intention pure sont les seules motivations incorruptibles. Et deuxième sous-point, les seules actions vraiment morales ou éthiques dans ce cas-ci sont celles motivées par l'idée de faire le bien pour le plus grand nombre ou le bien commun, idéalement pour tous en fait. Pas pour le plus grand nombre, c'est vraiment pour tous. Et là-dessus, on a eu les 3 tests. Je vous laisse jaser. Est-ce que vous pensez que la SAQ a fait des choix éthiques? Mais je vous laisserai sur moi ce qui a été le plus gros red flag, c'est-à-dire que dans l'article de la presse que j'ai sourcé dans la description, toutes mes sources sont dans la description, on a Marie-Hélène Lagacé, vice-présidente aux affaires publiques de la SAQ, qui nous dit « Il n'y a rien dans nos publicités, dans nos stratégies qui visent à convaincre de consommer. Notre rôle n'est pas de se positionner par rapport à la consommation des clients. Ça ne nous appartient pas. Une approche en relations publiques extrêmement populaire de laisser les adultes prendre leurs propres décisions, une approche très néolibérale. Laisser les adultes être maîtres de leur propre existence. Une approche qui me rappelle ce que Sam Altman d'OpenAI sur ChatGPT, la pornographie, a dit au Télégraphe. En fait, il n'a pas dit ça au Télégraphe, il a dit ça sur Twitter. Il nous dit que ChatGPT a un principe de traiter les adultes comme des adultes, une magnifique ligne de relations publiques qui permet de se dégager de toute responsabilité pour le bien commun. C'est tout, bye!